Le coach Yomo est avec nous. Bonjour coach. Bonjour, comment vas-tu? Bienvenue, je vais très bien. Et vous-même? Oui, ça va très très bien. Alors, on va encore s'abreuver à votre source, notamment sur le sujet qui suit. Quel type de manager situationnel êtes-vous? En d'autres thèmes, quel profil pour quel type de management? Car on en décèle plusieurs. Si on a un jingle, on y va. Et juste après les échanges. Pas de jingle, on va directement avec donc, la première question. Comment on va définir le terme manager ou management? Exactement. En tout cas, il est important dans ce contexte de la gestion des hommes au niveau de l'entreprise de savoir que le management, c'est l'ensemble des processus en fait par lesquels le gestionnaire, donc ça peut être le patron, comme on dit dans l'expression, Oui. le directeur, Le comme on boss. dit dans l'expression également, ou le boss va interagir avec chacun des membres de son équipe afin d'obtenir les résultats recherchés. Donc le manager, c'est cette personne justement qui va entrer dans cette interaction avec son équipe dans le but de les amener à atteindre des objectifs que sont ceux de l'entreprise. D'accord. La personne est définie. Maintenant, on va dire l'art qu'il exerce. Il y en a combien de types de management? Déjà, il faut savoir qu'il y a plusieurs écoles qui réfléchissent autour de la question des styles de management, mais nous allons en retenir 4 principaux. 4 principaux styles de management. Déjà, on peut parler du management directif. Donc déjà, à l'intérieur, on a ce manager qui donne la direction. On a le management participatif, à l'intérieur duquel le manager va travailler en inclusion. Il va amener donc ses collaborateurs à décider avec lui. On va avoir également un management qui est dit également paternaliste. C'est un management dans lequel le chef d'entreprise ou encore le manager va se comporter en bon père de famille. Et puis, on va avoir également un management qui va se vouloir entre les 3 premiers que j'ai cités, qui va être beaucoup plus un management dans lequel il est collaboratif. Donc, on va dire que ces 4 styles-là vont se présenter à mesure que nous serons en face d'un manager ou d'un autre. Mais il est clair que chaque manager va avoir un style qui lui est dédié, qui lui est propre. En fait, on va dire qu'il a un style qui lui est naturel. D'accord. Voilà. Donc, il est inné ou il s'acquiert? Déjà, on va dire qu'on a des prédispositions naturelles. On peut, par exemple, selon le caractère que l'on a, selon les expériences de vie, selon le fonctionnement qu'on a, on va avoir beaucoup plus tendance à être directif dans sa façon de manager ses équipes. On peut avoir également un autre manager qui, par rapport aussi, on va dire, à son plateau affectif, va être beaucoup plus dans la dynamique de collaborer avec ses collaborateurs ou ses équipes. Donc, c'est à la base quelque chose qui peut être inné, mais il faut travailler justement sur soi pour développer d'autres styles. C'est pour cela d'ailleurs qu'on parle de management situationnel, parce que si j'adopte un style qui ne correspond pas à la réalité de la gestion au quotidien de mon entreprise, qu'est-ce que je fais? Justement, comment faire ou comment opérer le choix de son style de management selon des situations bien précises? Tout à fait. Alors, il est important de réaliser que de plus en plus, on ne parlera plus seulement d'un manager qui a un style dans lequel il se sent à l'aise. Le manager du 21e siècle, c'est un manager qui a la capacité de s'adapter, qui a la capacité de voir une équipe en face de lui et de réaliser que dans cette équipe, il y a des difficultés. Dans cette équipe, il y a des personnalités diverses. On est d'accord que tous ne peuvent pas avoir le même tempérament, la même compréhension. D'ailleurs, on va définir à travers un outil de coaching qu'on appelle l'outil CEVE, qui détermine en fait 4 types de personnes, de collaborateurs dans une entreprise. Alors, quels sont ces 4 types de collaborateurs? Il y a d'une part le collaborateur qui sait et qui veut. Donc, il est compétent et il a la motivation. De l'autre côté, on a le collaborateur qui sait, mais qui ne veut pas. Il a la compétence, mais il n'a pas de motivation. Cette motivation peut être salariale, etc. Et puis, en dessous de ces 2 collaborateurs, on a le collaborateur qui ne sait pas, mais qui veut. Donc, il n'a pas la compétence, mais il a la volonté. Et on sent par sa façon de faire que cet homme-là, il est vraiment volontaire, mais il ne sait pas le faire. Et puis, de l'autre côté, on a celui qui ne sait pas et qui ne veut pas. Donc, il manage. Mais non, enfin, il est dans l'entreprise et le manager est amené en fait à travailler avec ces 4 types de personnes. Alors, si je dois travailler avec ces 4 types de personnes, il est clair que je ne peux pas avoir le même style de management pour l'ensemble de ces 4. Il y a un style qui va correspondre à chacun des 4 groupes de personnes dont je viens de parler. Il est clair
qu'aujourd'hui, quand nous parlons du type directif, on va vraiment toucher un type dans lequel on a des collaborateurs qui, en fait, ne savent pas vraiment quoi faire, qui n'ont pas, si vous voulez, la compétence nécessaire. Donc, le manager est obligé de donner une ligne directrice. Il est obligé de donner, si tu veux, un canevas dans lequel ses collaborateurs doivent s'inscrire et doivent travailler. Donc, ce style-là, s'il n'est pas votre style naturel, imaginons un scénario. Vous êtes donc directrice ou manager d'une grosse entreprise, n'est-ce pas? Et puis, vous avez en face de vous des collaborateurs qui ne se bougent pas, des collaborateurs qui n'exécutent pas la tâche comme vous le souhaitez. Seulement, vous êtes le type de manager qui est paternaliste, par exemple, ou qui est collaboratif. Avec des collaborateurs qui ne savent pas vraiment quoi faire, quand le faire, comment le faire, vous voyez que vous êtes un peu limité. La tendance est de se dire, j'ai pas de bons collaborateurs, mes collaborateurs ne font pas bouger le travail. Il faut qu'on pense certainement à les changer, il faut qu'on pense à un plan de licenciement, etc. Alors qu'aujourd'hui, de plus en plus, il y a d'autres solutions. Aujourd'hui, le problème n'est plus l'équipe qu'on a, le problème c'est quel manager on a dans cette situation. C'est pourquoi on parle de management situationnel. C'est-à-dire, dans cette situation, le manager doit pouvoir recourir à d'autres compétences, à d'autres aptitudes qui vont lui permettre d'amener cette équipe telle qu'elle est à atteindre les résultats qu'il recherche. Alors, quand on parle de management directif, comme je le dis tantôt, il faut préciser que ce type de management est en fait le premier type de management qui a vu le jour en fait dans l'art de manager. C'est-à-dire qu'en dehors de ce type de management, il n'en existait pas d'autres. C'était le seul type qui existait. Il y a des collaborateurs, il y a donc des personnes, il y a un chef, il donne des instructions. Ces instructions doivent être suivies. En fait, c'est ce qu'on appelle le super manager. Monsieur, je sais tout, tu n'as rien à m'apprendre, c'est moi le boss, je te dis ce que tu as à faire et tu l'exécutes. Un point, c'est tout. Du coup, il n'y a pas la valeur, on va dire, affective. Il n'y a pas le potentiel humain qui est développé dans ce type de management. Donc, la conséquence, c'est qu'on a quelqu'un qui est un peu trop écrasant dans sa manière de diriger ses équipes et au final, on ne se sent pas très à l'aise de travailler avec un tel manager. Alors là, c'était pour le management directif et en fonction des hommes qu'on a. Pour le management paternaliste. Pour le management paternaliste ou encore, comme on va le dire, un management qui est beaucoup plus explicatif. C'est-à-dire qu'ici, on a un manager qui est dans la dynamique de l'explication. Il a comme ce besoin en lui de faire comprendre à ses collaborateurs pourquoi une telle décision. Pourquoi on doit s'engager dans ce projet? Comment est-ce qu'il va amener ses collaborateurs à avoir la motivation nécessaire? Et il faut le savoir, hein, pour chaque type de management que nous allons expliquer, pour chaque style que nous allons développer, nous allons montrer le comportement du manager, nous allons montrer également ses limites et puis nous allons montrer dans quel cas il faut utiliser ce style particulier. Donc, quand nous parlons du management explicatif, il y a en fait une sorte de volonté, comme je l'ai dit, d'expliquer qui garde néanmoins son statut de boss, comme on va le dire, son statut de manager, mais il a en lui cette nécessité, c'est presque un besoin pour lui d'amener ses équipes à comprendre la décision. Chez le directif, il n'a pas besoin de vous donner d'explications. Pas d'explication. Chez lui, vous êtes là, voilà, c'est unilatéral. Vous êtes là pour un boulot, il vous dit ce que vous avez à faire, vous avez la compétence, vous faites, vous n'avez pas la compétence, vous vous trouvez exclu du système et ça roule. Mais chez l'explicatif, il va faire en sorte de mobiliser en fait ses collaborateurs. Ici, quand on regarde dans l'outil que j'ai présenté tout à l'heure, le c'est et veut, on va voir que le style explicatif marche en fait avec des collaborateurs qui ne savent pas tout, mais qui sont motivés, qui sont volontaires. Et donc, on a des images là qui peuvent illustrer. Exactement. Donc, on a celui-là qui va être persuasif, il va essayer d'amener chacun à comprendre la nécessité. Par exemple, cette année, notre objectif, c'est de réaliser un chiffre d'affaires de 10 milliards, par exemple. Et vous savez, si nous arrivons à réaliser ce chiffre d'affaires, ça va avoir une répercussion sur l'ensemble des équipes que nous formons. Vous pourrez faire ceci, ça va vous permettre de faire cela. Voici tel avantage salarial que cela va provoquer. En fait, le manager va être très persuasif dans sa façon de conduire en fait ses équipes. Et au final, les équipes se sentent enthousiasmées. Il y a comme une implication qui est de cœur, en fait, dans la tâche à accomplir. Finalement, ce n'est plus seulement mon boulot
que je suis en train de faire, mais je réalise que j'accompagne en fait mon manager dans un plan qui est commun. Et dans ce plan commun-là, on va atteindre ensemble un objectif. Et puis, il est à l'écoute, hein. Il est vraiment à l'écoute de chacun des collaborateurs. On va trouver que c'est vraiment le bon père de famille. C'est ce manager qui va entrer dans votre bureau, qui va vous demander comment vous allez, comment s'est passé l'anniversaire de votre fils, comment ça se passe avec votre mari, est-ce qu'il est revenu de voyage. En fait, ce manager qui va s'intéresser un peu plus que à la vie professionnelle, mais à la vie sociale, parfois même à la vie affective de ses managers, on va dire ça comme ça. Mais il y a des limites à cette façon de manager. Alors, quelles sont les limites? Dans l'excès, en fait, on peut penser qu'il suffit d'expliquer pour obtenir l'adhésion des équipes, alors que non. Vous pouvez expliquer, vous pouvez être le plus paternaliste possible, mais si, au fond, vous avez quelqu'un qui ne sait pas et qui ne veut pas, vous allez vous heurter. Vous allez vous heurter à cette difficulté-là parce que finalement, vous avez en face de vous un collaborateur qui est en fait un boulet pour vous dans votre système. Et finalement, il va influencer, impacter négativement les autres collaborateurs autour parce que finalement, on se demande, mais comment ça se fait que ce monsieur n'ait pas la compétence mais qu'il soit toujours dans l'entreprise. Oui. On en voit très souvent hein, dans les différentes entreprises, une personne dont on ne sait pas exactement la charge, on ne sait pas exactement ce qu'elle fait, mais elle est là. Elle est dans l'environnement. Ou qui triche des fois comme ça avec le travail, mais quand même. Exactement. Elle ne va jamais être là quand il faut. Elle va toujours compter sur les autres pour réaliser la tâche. Elle va avoir toujours une raison de ne pas être présente. Il y a toujours un décès. Il y a toujours un enfant qui naît. Il y a toujours en fait une difficulté. À la vérité, c'est ce collaborateur qui n'a aucune volonté de travailler, mais qui en fait cache sa volonté de travailler derrière en fait sa volonté de ne pas apprendre. C'est quelqu'un qui n'a pas de compétences. Mais à un tel type de collaborateur, on devrait opposer quel genre de management? Alors, dans ce cas-là, il faut l'amener dans un management qui est participatif. Il faut l'amener à participer. Il faut l'amener à prendre ses responsabilités. Il faut le mettre en face, en réalité, de ce qui se passe à l'intérieur de lui-même. Faire le policier derrière? Pas forcément faire le policier avec, mais l'amener dans une dynamique où il comprend que s'il ne fait pas sa part, le travail ne bouge pas. Et comme le travail ne bouge pas, alors il va sentir d'une certaine façon qu'il a besoin de se décider. Mais en réalité, on va réaliser qu'en tant que bon manager, dans les deux cas, hein, c'est-à-dire que lorsqu'on a en face un collaborateur qui ne sait pas et qui ne veut pas, et un collaborateur qui sait et ne veut pas, on voit qu'ici, le problème se trouve au niveau de la compétence, mais pas forcément au niveau de la motivation. Donc, il y a ce qu'on appelle les plans de formation que le manager doit mettre en place. Par exemple, il doit décider d'une certaine façon que les équipes iront pour une formation, iront par exemple pour faire un team building, iront pour faire par exemple une formation en coaching, iront pour faire un renforcement de capacité. Imaginons un scénario. C'est une entreprise par exemple d'audiovisuel et puis on a à l'intérieur des présentateurs, on a à l'intérieur des journalistes, etc. Et puis, on va se rendre compte que certainement, c'est dans la présentation, la façon de présenter, la façon de tenir le public ou les téléspectateurs en haleine. C'est là où il y a problème. Et on va se rendre compte qu'il y a une formation peut-être qui pourrait leur permettre de renforcer leur capacité, d'être beaucoup plus opérationnels. Donc, vous voyez, tout de suite, l'idée n'est pas de faire sortir la personne du système. L'idée est de faire en sorte, quand on est un bon manager, de faire ressortir le potentiel que la personne a à l'intérieur d'elle-même. C'est pourquoi de plus en plus, on ne parle plus dans le monde de l'entreprise du boss, on ne parle plus du directeur, on ne parle plus du patron, mais on va parler beaucoup plus du manager qui est dans la logique d'amener chacun à manifester le potentiel qui est en lui. Mais je crois que de plus en plus, on ira vers un management qui est beaucoup plus un coaching en fait. Parce que finalement, le boss va connaître un peu la personnalité de chacun de ses collaborateurs et il va travailler à l'émergence justement des valeurs, de la dynamique et du potentiel de chacun de ses collaborateurs. Coach, concrètement, est-ce que dans le fonctionnement même des entreprises, comme on le dit, hein, time is money, le temps c'est de l'argent et no pity in business, voilà, est-ce que fondamentalement, les entreprises ont le temps pour s'occuper au cas par cas de chaque agent assez réfractaire ou qui présente un profil de je sais, j'ai la volonté ou voilà, ça et là? Exactement. Cette question m'a été posée il n'y a pas très longtemps et j'ai répondu de cette façon-là. J'ai dit, oui, time is money, mais c'est l'homme qui make money.
OK? Donc, ce sont les hommes, en fait, qui vont finalement faire cet argent, qui vont vous amener à réaliser vos objectifs. Et si vous êtes seulement un manager orienté objectif, un manager orienté performance, un manager orienté vers le résultat, et que vous ne tenez pas compte des hommes qui doivent amener ce résultat, vous faites vraiment, je vais dire, une erreur qui est monumentale dans votre système de management. Parce qu'à un moment donné, quand le capital humain, qui est le capital principal dans votre entreprise, fera défaut ou sera réfractaire ou ne se bougera pas, comment l'objectif sera atteint? Donc, de plus en plus, les managers gagneraient à mettre en avant l'aspect humain. D'accord? L'aspect humain, parce que c'est vrai, on est là pour faire de l'argent, on est là pour effectivement gagner beaucoup de sous, mais vous allez remarquer que de grandes entreprises de plus en plus vont intégrer dans leur système de management des aspects qui sont liés par exemple à la détente de leur... Oui. Au loisir. Ils vont inclure par exemple même dans l'espace de travail, un espace détente, un espace qui permet en fait à l'humain de s'épanouir, de se développer de façon beaucoup plus inclusive. À un moment donné, on a entendu parler de blackout par exemple, n'est-ce pas? Ou des personnes de burn-out, exactement, où au bout d'un certain moment, les collaborateurs étant tellement focalisés sur l'atteinte des objectifs se sont déconnectés parce que à un moment donné, l'esprit n'arrive plus à suivre le rythme et finalement, l'objectif qu'on veut atteindre ne peut pas l'être simplement parce qu'on n'a pas utilisé le bon style qui correspondait à la bonne personne. Donc aujourd'hui, de plus en plus, comme tu le dis, oui, cherchons l'argent, gagnons beaucoup d'argent, atteignons nos objectifs, mais n'oublions pas que ce ne sont pas des machines qui nous aident forcément à atteindre ces objectifs, ce sont des personnes et ces personnes-là doivent avoir en face d'elles un bon manager, pas forcément d'avoir un manager gentil, c'est pas de ça qu'il s'agit, mais d'avoir un manager situationnel qui sait utiliser le style adapté au type de personne en face de lui, juste pour atteindre l'objectif qui lui est assigné. Du dernier développement, on a envie de se poser la question, est-ce qu'un manager peut renfermer tous ces styles-là? Est-ce qu'un manager peut renforcer tous ces styles s'il les apprend? Car à la base, on a un style qui est inné, on va dire ça comme ça. On a un style avec lequel on est à l'aise, mais il ne faut pas rester dans sa zone de confort. Il ne faut pas se dire, écoute, moi, je suis un manager directif, peu importe, ça ne marche pas avec moi. Non, vous serez rapidement désuète. Aujourd'hui, le bon manager, le manager modèle, le manager qu'on recherche, c'est le manager qui a un style de base, mais qui va aller à la recherche des trois autres styles dont nous allons parler tout au long certainement des mercredis à venir. Mais on va réaliser qu'il est important d'apprendre. On peut ne pas être forcément à l'aise avec le type explicatif, mais si la situation dans laquelle l'entreprise se trouve demande qu'on emploie ou qu'on utilise le type explicatif, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes rapidement, je vais dire, dépassé par les événements si vous ne connaissez pas ce style et si vous ne savez pas comment l'utiliser. Et c'est pourquoi il est important que les managers eux-mêmes renforcent leurs capacités. Il est important que les managers eux-mêmes se fassent accompagner, se fassent coacher pour comprendre en fait la dynamique. Parce que le management, finalement, c'est une dynamique. Ce n'est pas quelque chose de statique. On ne dira pas, oui, si les collaborateurs n'entrent pas dans ma façon de diriger, eh bien, j'en cherche d'autres. Comme c'est le cas, par exemple, dans les petites entreprises. Dans une petite entreprise, par exemple, qui démarre, il n'a pas forcément besoin de personnes qu'il va former. Il a besoin de la bonne personne à la bonne place. À la bonne place. Mais à mesure que l'entreprise va prendre de la, on va dire, de la grandeur, où l'entreprise va commencer à être d'une grande taille, il faut penser absolument, en tant que manager, à s'adapter aux différents autres styles. Et je pense qu'à un moment donné, quand on commence à les pratiquer tous en situation, on se retrouve beaucoup plus à l'aise parce qu'on n'est pas asphyxié, on n'est pas bloqué soi-même en tant que manager. Parce que c'est assez gênant, hein, en tant que manager, d'être en face d'une situation et de ne pas savoir quoi faire pour que la situation se dénoue. Justement, à quel moment le manager doit avoir l'alerte de se dire que mon choix de management ne correspond pas à ce que je veux atteindre? Lorsque, par exemple, les instructions qui sont données ne sont pas appliquées, lorsque le travail n'avance pas dans le sens que je désire, parce qu'on a un objectif et l'objectif doit être atteint. L'objectif peut être, par exemple, journalier pour certaines entreprises, l'objectif peut être hebdomadaire, mensuel, etc., etc. Donc, si vous réalisez qu'à un moment donné, vos objectifs ne sont pas atteints, vous posez des questions. Soit c'est ils n'ont pas compris les instructions, ils n'ont pas compris ce que j'attends d'eux, ou bien, finalement, je me remets en cause. J'essaie de comprendre si, quelque part, ma façon de manager mon équipe est la bonne façon. Mais il est clair que très souvent,
le manager n'a pas cette humilité nécessaire qui l'amène à se remettre en cause et à se dire peut-être bien que l'équipe en face de moi n'a pas le bon outil de management qui lui convient et qui pourrait lui permettre d'aller dans la recherche de performance. Peut-être que le problème, c'est la motivation. Peut-être que mes équipes ne sont pas motivées. Ils ont de bonnes instructions, ils savent quoi faire, mais par exemple, s'il doit se déplacer d'un point A vers un point B et qu'il n'a pas le transport, par exemple, oui. Il a toute la motivation, mais qu'est-ce qui se passe? Le problème, c'est qu'il n'a pas les moyens opérationnels qui vont lui permettre d'accomplir la tâche. Donc, en fait, il y a toujours cette remise en cause permanente et c'est la raison pour laquelle il y a toujours un comité directeur, il y a toujours, voilà, il faut toujours échanger avec ses collaborateurs. Il faut prendre le temps aussi de l'écoute parce qu'effectivement, c'est un point capital dans le management. Un manager qui n'écoute pas, il va s'écourter. Ça veut dire quoi? Qu'à un moment donné, le manager sera amené à trouver rapidement ses limites parce qu'il n'écoute pas ses collaborateurs. On peut être un bon manager et puis avoir la capacité d'écouter le plus petit dans l'entreprise. On peut même avoir la possibilité de recevoir un conseil de la part du gardien. On peut avoir la possibilité de recevoir un conseil de la part du chauffeur, du conducteur, etc. Parce que chacun peut avoir justement à son niveau quelque chose à dire qui peut dénouer véritablement le nœud de la situation que nous vivons en entreprise. Alors, coach Yoman, de votre expérience, est-ce que vous avez déjà rencontré des managers qui faisaient tout de suite l'unanimité auprès de leurs collaborateurs? Oui. Ça existe? Oui, ça existe. Ça existe. C'est ce que j'appelais un peu le manager persuasif. En général, le manager persuasif et le manager participatif, ces deux managers ont toujours l'adhésion très souvent de leurs collaborateurs. Pourquoi? Parce qu'à un moment, quand ton patron devient très proche de toi, j'ai parlé de ce manager qui entre dans votre vie, qui se soucie de ce que vous vivez, tout de suite, il y a un lien humain qui se crée entre vous, au-delà de la relation de travail, de la relation employé-employeur, on réalise que c'est quelqu'un qui s'intéresse à nous. Donc tout de suite, même quand il nous confie une tâche, on oublie un peu l'aspect professionnel. On le fait parce que c'est ce personnage, c'est cette personne-là qui nous demande. Oui, il arrive effectivement des fois où le manager rencontre l'adhésion de tous ses collaborateurs. Petite faiblesse, c'est que très souvent, il est tellement aimé pour qui il est, qu'on oublie aussi pourquoi il fait cela et parfois il y a un peu de laxisme dans l'exécution des tâches. On se dit, oh, le boss, il va comprendre, le patron, il est... Justement, à contrario, il arrive des managers qui atteignent franchement leurs objectifs, mais qui ne sont pas tout de suite aimés. En ce cas-là... Exactement, qui ne sont pas tout de suite aimés. L'objectif est atteint, c'est déjà ça. Exactement. Il faut savoir que le but, ce n'est pas de se faire aimer. Le but, c'est de faire aimer le travail. Le but, c'est de faire en sorte que le travail bouge. Donc, en fin stratège, le manager doit faire en sorte que tout ne se rapporte pas à sa personne, mais que tout fasse concourir le travail vers l'atteinte d'objectifs. Alors, effectivement, dans ce contexte-là, on peut avoir un manager qui vient à la tête, par exemple, nouvellement d'une entreprise. Il vient à la tête d'un système entrepreneurial et il reprend les rênes derrière, par exemple, un manager qui était très persuasif, très paternaliste. Et lui, il arrive avec un style différent de l'ancien. On ne comprend pas forcément sa façon de manager, on ne comprend pas forcément sa vision managériale et on se dit c'est un patron assez difficile, mais on va se rendre compte que des fois, dans sa stratégie de management, ce nouveau manager va arriver à amener les équipes à l'atteinte d'objectifs sans forcément rencontrer leur adhésion. Mais au final, si le travail il est bien fait, que les objectifs sont atteints, il faudra à un moment donné que ce manager-là revienne à de meilleures proportions et qu'il comprenne que manager, ce n'est pas seulement avec la tête, mais le bon management, c'est aussi un management avec le cœur. Justement, avec ce cas concret et pratique que vous avez pris, là, quand un manager reprend les rênes d'un manager selon les profils, quelle est l'attitude à adopter dans un premier temps? Le temps d'adaptation, il est constitué de quoi? Exactement. Et là, tu viens de lâcher le mot, le temps d'adaptation. Il doit être absolument un manager qui est adaptatif. Il doit être dans un processus d'adaptation. Je donne un exemple tout simple. En général, lorsque, par exemple, le crapaud se retrouve dans de l'eau chaude, il sort de cet environnement parce que l'eau est chaude. Mais si vous le mettez dans de l'eau froide et que vous commencez à ébouillanter cette eau,
qu'est-ce qui se passe? Il s'adapte progressivement à la chaleur de l'eau jusqu'à mourir. Parce qu'il ne se rend pas compte, en fait, que l'eau est en train d'atteindre des degrés qui ne lui permettront plus de vivre. Donc, la véritable adaptation, c'est la capacité qu'on a, en fait, quand on entre dans un système, de ne pas tout chambouler. D'ailleurs, le système que nous trouvons a des points forts. D'accord? Tout n'est pas forcément négatif. Donc, il faut partir justement des points forts et il faut se dire, on rentre dans une logique de continuité, pas une logique de restructuration. C'est vrai, il y a des contextes dans lesquels le nouveau manager qui arrive vraiment, comme on dit là, en pompier, quoi, tu vois, pour résoudre une situation, pour relever peut-être l'entreprise qui est en train complètement de tomber. Mais il faut, comme je l'ai dit, être un manager situationnel. Qu'est-ce que vous trouvez en place? Est-ce que vous trouvez déjà une équipe, vous trouvez une entreprise qui fonctionne bien? Est-ce que tous les services sont coordonnés? Est-ce que tout se passe bien? Si oui, alors vous entrez dans une logique de continuité en étant un manager participatif. Il vient, il amène tous ses collaborateurs parce que ne l'oubliez pas, hein, quand vous arrivez dans un service, même si vous êtes manager, ceux qui sont dans le quotidien du service maîtrisent la connaissance. Ils ont la réalité du terrain que vous n'avez pas forcément. Et si vous ne collaborez pas, parfois votre tâche se trouve un peu compliquée, parce que les collaborateurs ne vous livreront pas les secrets de service qui vous permettent d'avancer plus facilement. Donc, c'est une intelligence aussi que le manager doit pouvoir avoir dans ces situations. On a envie même d'ajouter que c'est tout un art de manager les hommes et de pouvoir atteindre ses objectifs. Merci beaucoup, Coach Yoman, pour votre passage. C'est un plaisir. On se retrouvera avec grand plaisir la semaine prochaine pour d'autres sujets aussi pertinents qu'intéressants. Merci.